Tout le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux en ce net instant pour ces 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, les sommaires. Un congrès en gestation. Il devrait être convoqué dans les prochains jours. Les présidents des deux chambres du Parlement se sont rencontrés le mercredi 8 avril 2020 pour en jeter les jalons. Les réactions fusent de partout depuis la mise aux arrêts provisoires le mercredi 8 avril 2020 de Vital Caméré, directeur des cabinets du chef de l'État. Didier Raoul, éminent professeur français et défenseur acharné de la chloroquine dans le traitement du Covid-19, s'est exprimé sur l'expansion de cette pandémie en Afrique. Occasion propice pour les téléspectateurs de la chaîne des références de faire ample connaissance avec cet infectiologue et microbiologiste de renommée internationale au travers de son portrait. On ouvre ce journal par le Parlement pour vous dire que l'Assemblée nationale et le Sénat vont se réunir dans les tout prochains jours en vue d'évaluer l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette annonce a été faite à l'issue d'une réunion de concertation qui a réuni les présidents des deux chambres du Parlement, Janine Mabunda et Alexis Tambwe-Mwamba. Cette réunion portait sur la lecture du rapport de la commission mixte Assemblée nationale-Sénat chargée d'examiner les dispositions prises par les chefs de l'État sur l'état d'urgence sanitaire. À l'issue de cette rencontre, les présidents des deux chambres ont décidé de convoquer dans les prochains jours un congrès afin de débattre et statuer sur les modalités d'application des mesures d'urgence sanitaire déclarées par les présidents de la République le 19 mars 2020. Le président de la République avait déclaré l'état d'urgence par ordonnance et il nous avait transmis donc sa déclaration d'état d'urgence en demandant que les deux chambres puissent faire disposition utile de cet acte qu'il a posé. Et donc dans ce cadre-là, dans le cadre des mesures d'accompagnement et des mesures d'évaluation de la situation de crise sanitaire Covid, nous avons convenu de convoquer un congrès après dialogue avec les différentes institutions. Nous allons inviter le Premier ministre ici, au Parlement, Madame la Présidente et moi-même, vendredi prochain, pour prendre toutes les dispositions pour convoquer le Congrès en toute sécurité. Parmi les mesures préalables, il faut désinfecter évidemment l'ensemble du palais, prendre toutes les dispositions dans la grande salle de l'Assemblée nationale où se tiendra le Congrès et on prendra toutes les dispositions sanitaires pour cela. Le Premier ministre recevra un courrier de notre part aujourd'hui pour nous voir le vendredi en vue de prendre des dispositions pratiques. Il y a urgence, on ne s'est pas fixé aujourd'hui la date, mais nous sommes dans l'urgence, donc les choses vont aller extrêmement vite. Il convient de souligner que la réunion de ce matin est la 4e du genre entre les deux chefs de corps depuis le début de la crise. En effet, les deux bureaux du Parlement s'activent pour apporter les meilleurs accompagnements possibles au gouvernement dans sa lutte contre la pandémie Covid-19, avec en priorité la préservation des intérêts du peuple congolais. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa casquette de l'autorité morale du CACH, coalition qu'il a porté au pouvoir, a réuni en audience une délégation du bureau politique de l'UNC, conduite par son secrétaire général ad intérim, Aimé Bondi. Les discussions ont porté autour des questions qui touchent la survie de cette coalition. Suivons les détails avec la presse présidentielle. Il n'y a pas de dissensions au sein de la plateforme Cap pour le changement dont l'UNC, Union pour la Nation congolaise, est l'un des partis phares. Une délégation du bureau politique du directoire de cette formation politique, conduite par son secrétaire général intérimaire, a été reçue en audience ce mercredi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale de cette plateforme.
Des questions liées à cette famille politique ont occupé une bonne place de cette rencontre. La direction politique nationale de l'Union pour la nation congolaise, nous venons d'avoir l'honneur d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Et comme vous le savez, nous sommes dans une coalition, nous formons la coalition CACH, donc nous sommes de la même famille politique. Et bien entendu, il est tout à fait normal que par moment, les gens se rencontrent et discutent. Donc on a tout simplement, avec l'autorité morale de notre famille politique, on a parcouru certaines questions liées à notre famille politique tout simplement. S'agissant de l'invitation adressée au directeur de cabinet du chef de l'État, président de l'UNC par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, le secrétaire général intérimaire de l'UNC soutient que la justice doit fonctionner en toute indépendance. Le chef de l'État ne s'implique pas dans des questions liées à la justice et c'est une discipline que nous nous imposons, nous au sein de notre famille politique. Donc je crois qu'il n'était pas opportun pour nous de discuter de cette question-là et n'est pas d'intérêt pour le moment. Pour nous. Donc la justice doit être indépendante. On est là, la coalition. Regardez les visages des camarades qui m'accompagnent, ils sont tous souriants. La coalition se porte bien et tout va très bien. Composée de 6 membres, cette délégation promet de réserver la primeur de leurs entretiens avec le chef de l'État aux membres de leur parti, l'UNC. Comme vous le savez, depuis hier, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été arrêté puis conduit à la prison centrale de Makala. À propos de cette arrestation, Maître Firmin Yangambi fait une réflexion d'ordre d'éthique et de moralité. Pour lui, une enquête doit être diligentée au plus haut niveau. Il est au micro de Patrick Mangala. Je ne parle pas en tant que bâtonnier, je parle en tant que citoyen engagé pour l'avènement d'un état de droit qui passe par la lutte contre la corruption et l'impunité. Finalement, le ministère public congolais a décidé d'ouvrir une action judiciaire pour essayer de vérifier dans quelle mesure les comptes du trésor public, c'est-à-dire l'argent du peuple congolais, est effectivement géré. M. Vital Kamerhe est présumé innocent jusqu'à ce qu'un jugement de condamnation définitif puisse établir sa culpabilité. À ce stade, ma réflexion est plutôt d'ordre d'éthique et de moralité publique. Lorsque le directeur du cabinet du chef de l'État, le niveau le plus élevé de l'État, est impliqué ou suspecté dans des malversations financières les plus graves, je pense que l'opprobre est jeté sur toute l'institution présidente de la République, puisqu'en réalité, le directeur du cabinet fait partie d'un système. Et moi, je voudrais bien savoir quelle serait la suite lorsque les magistrats continueront à instruire cette affaire. Je crois à bon droit que le chef de l'État lui-même devrait être entendu. Les acteurs politiques et membres de la société civile dans le Haut-Katanga ne sont pas restés indifférents quant à la mise en détention provisoire de Vital Kamerhe. Si les cadres de l'UNC au Katanga se sont réservés de tout commentaire, leurs partenaires de l'UDPS et ses alliés estiment que seule la justice fait son travail et reste dans le respect des consignes données par Jean-Marc Kabound. Le président de la République qui est en train de punir, c'est la justice qui fait son droit. Si quelqu'un peut condamner, c'est pas même le procureur qui condamne, mais c'est le droit qui va le condamner. Nous avons suivi le mot d'ordre de M. Jean-Marc Kabound, demandant à tous les militants de l'UDPS de rester neutres par rapport à cette situation. Donc nous laissons la justice faire son travail, nous ne pouvons pas interférer. Un ouf de soulagement pour la nouvelle dynamique de la société civile. C'est quand même un ouf de soulagement, pas parce que c'est Vital Kamerhe, mais si c'était quelqu'un d'autre, mais pour nous c'est... Même si plutôt c'était quelqu'un d'autre. Et donc, pour nous, ce n'est pas la tête de Vital Kamerhe, pour nous, c'est l'état de droit qui est en train de s'implanter dans notre pays. Vital Kamerhe devant la justice, est-ce un dossier politisé? Voilà la question que se posent les communs des mortels. La réponse? Ça dépasse un peu l'entendement du peuple congolais. Et voilà pourquoi tout le monde peut crier dans tous les sens. Non, c'est politisé et autres. Non, nous, on pense que ce n'est pas politisé. On pense que c'est comme ça que l'état des droits fonctionne. Dire que c'est un dossier politisé, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que l'instauration de l'état de droit est en train d'étonner plus d'un. Quel avenir pour la coalition CAP pour le changement?
au cas où Vital Kamerhe sera condamné. L'UNC reste jusque-là, reste encore notre allié principal. Cela ne peut pas empêcher que le parti puisse évoluer. Je pense que l'accord qui avait été signé entre l'UDPS et l'UNC est un accord qui concernait les partis politiques, c'est-à-dire ces structures-là, pas des individus. Qui vivra, verra. Un autre avocat, c'est maître Gilles Lodi Emongo. Lui sollicite du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, une dérogation pour les avocats en cette période de confinement de la Gombe en vue de bien accomplir leur mission, celle de défendre les intérêts de la population. Suivez. Ce confinement qui est le résultat, pour ne pas dire la suite de l'état d'urgence qui a été décidé par les chefs de l'État, n'a pas enlevé aux magistrats tous les pouvoirs qui leur sont confiés par la loi. En espèce, les magistrats fonctionnent, la justice de notre fonctionne, bien entendu, dans un format réduit. Mais dès lors que la justice fonctionne, il va de soi que les avocats aussi doivent, à des circonstances particulières, telles que nous rappellent nos différents barreaux, doivent aussi vaquer effectivement à leurs occupations de manière assez spéciale. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit accorder l'autorisation, la dérogation aux banquiers et aux autres institutions et oublier les avocats qui finalement sont obligés d'assister leurs clients. Parce que les infractions sont toujours en train d'être commises. Mais dès lors que les infractions sont en train d'être commises, eh bien, la défense doit être organisée en tenant compte des circonstances particulières. Donc, je fais appel également dans ces circonstances au gouverneur de la ville de rectifier cette mesure parce que s'il faut que la justice soit administrée, elle doit être administrée en tenant compte de toutes les circonstances. Et dans les cas d'espèce, il faut que les avocats aient aussi une autorisation pour les permettre effectivement de poser les actes conformément aux mesures et aux conditions prévues par les autorités sanitaires. L'année scolaire édition 2019-2020 sera-t-elle déclarée année blanche? En tout cas, cette question vaut son pesant d'or. Patricia Bassoir-Mwanda a essayé de réfléchir pour vous sur ce que pouvaient être les risques et surtout les conséquences qui peuvent en découler. L'année scolaire 2019-2020 a commencé avec tumulte. Si autrefois l'école gratuite faisait couler encre et salive, avec la pandémie du Covid-19, des questions se posent sur la poursuite de cette année. Car plusieurs écoles de la capitale ont prouvé leur incapacité de suivre les élèves confinés chez soi pour des devoirs ou encore des leçons en ligne. Une année scolaire sacrifiée, serait-ce une année blanche? Non. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a appelé les finalistes à préparer leurs examens de fin d'année. Très récemment, Willy Bakonga a annoncé une application pouvant permettre la continuité de programmes scolaires pendant cette période. Mais là encore, on y trouve une faille. Car, connaissant les réalités du pays, plusieurs parents d'élèves ou encore les élèves eux-mêmes n'ont pas accès au NTIC. D'autres n'ont pas d'Android, moins encore de tablettes tactiles pouvant permettre aux élèves de suivre des cours en ligne. Un problème de culture ou encore d'initiation? Encore une autre question. L'éducation en République démocratique du Congo laisse à désirer, car le programme scolaire n'est pas suivi à cause de plusieurs bouleversements et le Covid-19 était les moins attendus. Des solutions palliatives auraient pu être trouvées dans les écoles en donnant des exercices pouvant aider ceux-ci à garder frais leur mémoire. Ces écoles étant attachées aux programmes différents que les nôtres ont pu assurer cette continuité. N'est-il pas le moment de renforcer l'éducation en République démocratique du Congo? On dit que la jeunesse est l'avenir. Mais qu'est-ce serait l'avenir sans éducation ou scolarisation? Cela pousse à croire que les jours à venir seront pires. Entre-temps, les parents devront prendre en charge l'intellect de leurs enfants pour ne pas les laisser ternir. Telle est l'une des conséquences du Covid-19 en République démocratique du Congo. À présent, la situation épidémiologique du Covid-19 en République démocratique du Congo qui se présente comme suit. 207 cas confirmés, 20 décès, 10 guéris, 119 patients en bonne évolution. La répartition se présente également de la manière suivante. Kinshasa 195, Ituri 2, Nord Kivu 5, Sud Kivu 4 et le Kwilu 1.
Et dans le cadre de la sensibilisation sur le Covid-19, Charles Dia Onken, député national honoraire, invite la population congolaise en général et celle d'Idiofa dans la province du Kwilu en particulier au respect strict des règles d'hygiène pour éviter la contamination de cette maladie. Il est au micro de Ndaï Lambouechi et Juzen Belebele. La pandémie est réelle dans la République démocratique du Congo. Et les mesures préconisées, les mesures dictées par le chef de l'État, par les autorités sanitaires, sont des mesures que nous devons suivre. La prévention vaut mieux que guérir, c'est-à-dire le lavage de mains, de défense des attroupements de plus de 5 personnes. Et voilà, toutes ces mesures-là, généralement, surtout le lavage des mains. Donc, ce sont ces mesures qu'on doit absolument respecter par toute la population. Et voilà, nous ici, à Gombe, nous sommes en confinement. Vous parce que vous êtes des journalistes, c'est comme ça, vous venez obtenir des mois de situations, mais nous sommes en confinement et nous devons respecter des mesures et des autorités prises au sujet de coronavirus. La population d'Idiofa, comme toute autre population, doivent obéir aux instructions, aux mesures prises par le chef de l'État, par le ministre de la Santé, par le docteur Mouyebe. Suivons à présent les spots réalisés par la rédaction d'Antenne A à propos de la sensibilisation sur les Covid-19. Le monde entier se mobilise pour barrer la route à la propagation de cette pandémie, le coronavirus, qui ravage la planète. La RDC qui connaît un bilan galopant de cas infectés à Kinshasa. Fait de cette lutte son véritable cheval de bataille. C'est dans cette optique que la rédaction d'Antenne A s'engage à travers le chevalier de la plume à dire en cœur. Non au coronavirus. 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 Le geste barrière sont se laver régulièrement les mains avec du savon ou utiliser un désinfectant hydroalcoolique. Garder la distanciation sociale d'1 ou de 2 mètres. Et rester à la maison en ce moment de confinement total. Coronavirus, nous te vaincrons. Quittons Kinshasa pour Kwilu, où le gouverneur de la province, Willy Ichundala, a rendu public un arrêté fixant les modalités pratiques des mesures de riposte au Covid-19 dans cette province. L'économie de cette décision a été faite par Maître Zéphirin Mouma, porte-parole du gouvernement provincial, devant les micros de Roli Mukiaka. C'est un arrêté relatif aux mesures de riposte contre la pandémie. Et là, il a érigé non seulement des mesures d'hygiène, des gestes barrières qui ont été édictés par les chefs de l'État et l'OMS, mais aussi il a érigé certains comportements en infraction, notamment pour les taxis qui n'observeront pas les mesures édictées. Les motos, les taxis payeront 30 000 à 100 000 francs d'amende. Les canons rapides de 100 000 à 1 million de francs. Et aussi pour les clandestins, c'est-à-dire que ceux qui traversent nuitamment, si on vous attrape, vous avez une amende à payer qui varie de 20 000 francs à 200 000 francs. Pour les entreprises, de 100 000 à 1 million de francs congolais. Pour les terrasses, de 50 000 francs à 250 000. Les bars, 75 000 francs à 500 000 francs. Les NAG clubs, de 100 000 à 1 million, les églises de 50 000 à 250 000 francs. Le deuxième arrêté est relatif à la création
de fonds provincial de solidarité contre la pandémie. Le fonds a été créé à Idiofa. On a déjà un cas détecté. Nous en appelons à toutes les personnes de bonne volonté de pouvoir aider la province à faire face. Et les comptes a déjà été ouverts pour les comptes en CDF 01 16 79 243 01 73 CDF. Didier Raoul est un infectiologue et microbiologiste français qui fait parler de lui en ces temps difficiles de la pandémie du Covid-19. Dans une interview, il compare l'évolution de la grippe sévère virale en Afrique aux autres continents. Pour ces chercheurs, l'écosystème en Afrique avec les antipaludéens ralentit la marche de cette infection virale. Suivez. Transmettre les choses. Maintenant, mon message aux Africains, c'est pour le coronavirus, on est en train de voir qu'il y a l'Afrique sous-tropicale et relativement, pas entièrement, mais relativement protégée par rapport aux autres pays du coronavirus actuel. Je ne suis pas sûr que ça dure parce que quand on regarde des études, y compris celles que nous avons fait nous au Sénégal, sur les autres coronavirus, on voit qu'ils circulent de la même manière, donc il est bien possible qu'ils circulent aussi là-bas. Et il est possible aussi qu'il y ait une espèce de protection qui pourrait être due à l'écosystème africain particulier. Et parmi ces éléments de cet écosystème, bien sûr, le fait de la prise de beaucoup d'antipaludiques. Et on sait maintenant que non seulement la chloroquine, mais presque tous les antipaludiques, on a des données au laboratoire comme ça, sont efficaces sur le virus, le coronavirus. Donc il est possible que la distribution du virus actuellement soit différente en Afrique subsaharienne que ce qu'elle est en Europe. Nous ici, comme vous le savez peut-être, on a commencé un traitement avec 2 molécules de base, l'hydroxychloroquine et... Âgé de 68 ans et natif de Dakar au Sénégal de nationalité française, le docteur Didier Raoul, infectiologue et microbiologiste de renommée internationale, est depuis un certain temps au centre d'une polémique autour des médicaments contre le Covid-19 avec ses collègues médecins en France. On découvre son portrait. Didier Raoul est né le 13 mars 1952 à Dakar, au Sénégal, au sein d'une famille faisant part du corps médical. Son père est médecin militaire normand et fondateur de l'organisme de recherche sur l'alimentation et la nutrition africaine, Orana. Et sa mère est une infirmière bretonne. La famille s'installe à Marseille en 1961 et le jeune Raoul, mauvais élève, plus par paresse que par manque d'intelligence, abandonne ses études pour un temps et part travailler sur les bateaux de la marine marchande. En 1972, et devant la pression familiale, il passe un baccalauréat littéraire en candidat libre, puis s'inscrit en faculté de médecine, car c'était bien les seules études que son père acceptait de financer. Il réussit l'internat et obtient finalement un doctorat, ce qui lui permettra d'entamer une brillante carrière en maladies infectieuses tropicales émergentes. Le professeur Raoul va vite passer maître en matière de virologie, décrivant avec son équipe marseillaise des virus complexes, à l'image des mimivirus ou virus géants dont la découverte a profondément remis en cause la classification même des virus. Ses travaux sur les virus et autres pathogènes parasitaires microscopiques, comme les bactéries, sont très souvent cités dans la plupart des ouvrages de médecine, ce qui fait de lui l'un des chercheurs français les plus cités, avec de nombreuses publications scientifiques à son actif. Spécialiste mondial des rickettsia, ces bactéries intracellulaires à l'origine notamment du typhus, Didier Raoul a aussi décrypté le génome de la bactérie à l'origine de la maladie de Whipple, près d'un siècle après l'apparition de cette pathologie. Le professeur marseillais a même donné son nom à 2 nouvelles bactéries pathogènes qu'il a découvertes, Raoultella pandicola et Rickettsia raoulti. Lui et son équipe ont aussi pu découvrir la culturomique microbienne, une technique de culture qui a permis de collecter 2 fois plus d'espèces microbiennes que le reste des laboratoires du monde réunis, et qui est depuis connue sous le terme de culturomics. Cette nouvelle approche de la biodiversité a révolutionné le domaine d'étude de la microbiote digestif et a amené à repenser le rôle du microbiote dans la malnutrition. Et le nombre incroyable d'espèces nouvelles recensées par le professeur Raoul et son équipe a rendu obligatoire la création d'une nouvelle approche de la description des espèces appelée taxonogénomique. Les résultats époustouflants du traitement proposé par le professeur n'ont donc pas satisfait l'ensemble de la communauté scientifique, et certains médecins n'ont pas hésité à menacer le professeur s'il ne se résignait pas à suspendre le traitement de ses patients par l'hydroxychloroquine et à retirer ses déclarations choc sur l'efficacité de son traitement.
Le professeur Raoul n'en démord pas pour autant et soutient même que, face à la situation sanitaire hautement critique que connaît son pays, avec le décuplement du nombre de nouvelles infections et le nombre sans cesse croissant de morts, il serait quasiment immoral de ne pas administrer son traitement aux gens malades. Faisant fi des nombreuses critiques qui lui pleuvent sur la tête, le professeur a mené récemment un autre essai clinique avec cette fois 80 personnes atteintes du Covid-19 et il a été observé une amélioration clinique chez tous les patients, sauf un décédé âgé de 86 ans et un autre âgé de 74 ans. Maître Gilles Lodi Emongo, coordonnateur national de l'Association congolaise pour la défense de la défense, ACDD en sigle, dénonce avec la dernière énergie ce qu'il qualifie de comportement irresponsable de certains magistrats exerçant au Sankourou suite à l'agression d'un de leurs personnes vivant avec handicap de son état. Il sollicite pour cela du barreau de Sankourou d'ordonner la poursuite judiciaire à l'encontre de ces magistrats. Suivez. L'Association congolaise pour la défense de la défense dénonce ce jour avec la dernière énergie les comportements du président du tribunal de grande instance de Goma, à l'occurrence le magistrat Alphonse Wonga, qui marche sur l'état de droit en République démocratique du Congo. La défense de la défense a décidé, ensemble avec deux autres structures de la République, notamment en saisissant les barreaux, pour que finalement les autorisations soient accordées très rapidement à ces confrères-là, au fin de poursuivre ces magistrats pour les chefs des infractions, notamment l'infraction de coups et blessures volontaires, mais également de incitation des militaires à commettre les actes contraires à la loi et à la discipline. L'ACDD, entendre l'Association congolaise pour la défense de la défense, dénonce également la violence gratuite dont notre confrère Maître Daniel Chung a été victime au Sankourou, précisément dans la cité de Lodja, par également un magistrat du parquet de grande instance qui l'a brutalisé également et a ordonné son arrestation au motif qu'il aurait, nous sommes au conditionnel, dérangé ces derniers qui étaient en train d'instruire un dossier à son cabinet. Prenez à présent les condensés de l'actualité en international. On le sait, le coronavirus laisse peu de chance aux plus âgés. Mais il est des cas qui défient les statistiques et la médecine. Vicente est un de ceux-là. Cet Espagnol de 96 ans a survécu à 2 semaines de maladie, dont une à l'hôpital. J'ai vu la mort et je l'ai souhaité, assure Vicente à sa sortie. À la journaliste qui lui demande pourquoi, il répond « Parce que je me voyais mort ». Pourtant, le voilà remis, prêt à rentrer chez lui à Villalba. Ses 2 petites filles sont venues le chercher, mais au moment de quitter l'infirmier qui l'accompagne, l'émotion le submerge. « Vous êtes un héros », dit-il au soignant. Accueilli chez lui sous les applaudissements, Vicente devra observer une période d'isolement, mais comme plus de 52 000 Espagnols sortis guéris de l'hôpital, il se réjouit de retrouver les siens. Voici le nouveau rapport choc de l'ONG Oxfam. Un document d'une 20aine de pages pour avertir des conséquences économiques du Covid-19. Si rien n'est fait, un demi-milliard de personnes supplémentaires pourraient sombrer dans la pauvreté. Ça représente entre 6 et 8% de la population de la planète. Cela pourrait constituer à l'échelle mondiale un recul de 10 ans dans la lutte contre la pauvreté et un recul de 30 ans dans certaines régions comme en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. En cause notamment les pertes d'emplois aux 4 coins de la planète. Selon l'Organisation internationale du travail, elles pourraient s'élever à 25 millions. Un chiffre considérable et pourtant jugé optimiste par de nombreux experts. Pour éviter un tel drame, Oxfam fait dans son rapport une série de recommandations, des mesures pour soutenir les plus démunis. Pour ce qui est des individus, l'ONG suggère d'augmenter les aides avec par exemple des subventions en espèces. Pour les entreprises,
Elle conseille au gouvernement de se concentrer sur les plus petites et donc les plus fragiles. Enfin, pour les États, Oxfam appelle à plus de solidarité. Elle demande notamment l'annulation d'une partie de la dette des pays en développement, en particulier les sommes qui doivent être remboursées cette année. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, mesdames et messieurs, rappel des titres. Un congrès en gestation, il devrait être convoqué dans les prochains jours. Les présidents des deux chambres du Parlement se sont rencontrés le mercredi 8 avril 2020 pour en jeter les jalons. Les réactions fusent de partout depuis la mise aux arrêts provisoire le mercredi 8 avril 2020 de Vital Caméré, directeur des cabinets du chef de l'État. Didier Raoul, éminent professeur français et défenseur acharné de la chloroquine dans le traitement du Covid-19, s'est exprimé sur l'expansion de cette pandémie en Afrique. Occasion propice pour les téléspectateurs de la chaîne des références de faire ample connaissance avec cet infectiologue et microbiologiste de renommée internationale au travers de son portrait. Ainsi prend fin cette édition du journal qui a été réalisée pour vous par Pascal Kalambaye avec le concours rédactionnel des Papi Katassi. Jusen Belebele était derrière la caméra et Gilles Obibaz du côté de la régie. Bonne soirée chez vous.